Le Conseil y parvint pour un temps, la paix régnait, et pendant 2 années glorieuses, aucune nation n'en affronta une autre pour s'emparer de ses territoires ou de ses ressources. Et je viens de m'apercevoir que j'ai fait arrêter l'enregistrement au lieu de faire pause parce que j'ai fait rentrer le chat. Quel glandu! Bon, on verra comment j'arrive à rattraper les wagons avec ça. Moi qui ne voulais plus faire de montage, quelle angoisse. Allez, ne te laisse pas déstabiliser Friedrich. On reprend. Le Conseil y parvint pour un temps. La paix régnait, et pendant 2 années glorieuses, aucune nation n'en affronta une autre pour s'emparer de ses territoires ou de ses ressources. Aucun seigneur de guerre ne rassembla les hordes des royaumes renégats, et même les monstres qui se terraient dans les régions reculées semblaient s'être calmés. C'est alors que vint le rêve. Mages, enchanteurs, sorcières et ensorceleurs, tous ceux qui possédaient une affinité avec la magie se mirent à rêver du monde qui basculait dans une gueule infernale grande ouverte. Les mers se mettaient à bouillir, l'air se changeait en cendres, et toutes les races, humains, elfes, nains, gnomes, centaures ou géants, étaient consumées. Il ne s'agissait pas d'un simple événement anormal, ni d'une ondulation de l'éther, c'était une prémonition, un avertissement. Le royaume primordial, tel qu'il est appelé, n'est que l'un des nombreux mondes qui flottent à travers l'éther multiversel. Il arrive parfois que ces royaumes se chevauchent et occupent le même espace au cours d'une phase différente. Cela a généralement pour effet d'ouvrir des portails entre les mondes, entraînant des conséquences souvent catastrophiques. Ces conjonctions sont toutefois rares, les contacts limités, et les portails durent rarement plus de quelques jours, jusqu'à aujourd'hui. De nouvelles failles sont apparues, et des légions d'anges et de démons en émergent, balayant tout ce qui se dresse sur leur chemin. Les ténèbres sont de retour. Ok, donc en fait, dans Massive Darkness First Name, même chose, hein, on a affronté des hordes de bestioles. Alors, il y a un premier paragraphe là qui me plaisait bien. La quête contre les ténèbres, ils avaient fondé la Compagnie des Porteurs de Lumière, une guilde de héros, d'aventuriers, d'artistes, d'érudits, de guerriers et de diplomates. Ça, c'est quand même sympa. Et j'aime bien dans ce type de jeu, justement, et c'est pour ça que j'ai racheté Moine et Nécromancien, avoir une. Comment j'ai appelé ça dans Marvel Zombie? Ah oui, un pool de héros, une compagnie de héros dans laquelle on va aller piocher au gré des aventures, si c'est possible, pardon, un héros plus qu'un autre. J'aime bien l'esprit, c'est bien. Il fait si noir, règle spéciale. Dans le jeu, les ténèbres représentent à la fois un ennemi mystérieux et un allié environnemental. Comme le montrent les dalles, les ténèbres jouent un rôle majeur au cours de la partie. Tôt ou tard, même les héritiers des porteurs de lumière devront se dissimuler dans les ombres et engager un mortel cache-cache contre leur redoutable adversaire. Alors oui, si on prend une dalle, une dalle, on a bien les zones d'ombre. Est-ce qu'elles sont réparties de 4, de 4 et un 5? Ah, pas du tout. Ça n'a pas l'air d'être kiff-kiff. Ah, c'est excellent les designs. Là, on est dans du donjon pur de dur, 2, 4 et un 5, 2, 4. Ouais, c'est pas équivalent, on a peut-être plus souvent de la lumière que de l'ombre. Quoique, je m'avance peut-être un peu là. Alors, présentation du jeu. Massive Darkness 2 Hellscape est un jeu coopératif de combat, d'exploration, de donjons pour 1 à 6. Âgés de 14 ans ou plus, les joueurs incarnent les porteurs de lumière,
Un groupe d'élus destinés à affronter les ténèbres grandissantes. Chacun choisit un héros doté d'un matériel et d'un style de jeu qui lui est propre. Cela fait suite à Massive Darkness. Cette fois, les intrépides porteurs de lumière vont devoir se frayer un chemin jusqu'en enfer afin d'y découvrir la source des ténèbres dont l'influence s'étend inexorablement. Choisissez une quête, explorez des donjons, affrontez des monstres, améliorez votre équipement et mettez fin au règne des ténèbres une bonne fois pour toutes. Les joueurs doivent remplir les divers objectifs de la quête afin de gagner la partie. Lorsque la condition de victoire est atteinte, la partie se termine immédiatement et tous les joueurs sont déclarés vainqueurs. Par contre, partie perdue si une condition de défaite est atteinte ou si les joueurs n'ont plus de pions porteurs de vie lorsqu'ils doivent en dépenser un. Les jetons porteurs de vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Pion porteur de vie x3. Ouf! Il n'y en a que 3. Et on perd si on nous demande d'en défausser un et qu'on n'en a plus. Alors, ils sont parmi tous ces jetons-là. Il faudra que je vois où est-ce qu'ils sont exactement parce que, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Ça ressemble à quoi? C'est une sorte d'étincelle, on dirait. Ouais. Bon, ils sont pas trouvables comme ça au premier coup d'œil. À voir. Et par contre, oui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on en a que 3. Enfin, ce qui m'inquiète, pas exagérer. Mais à dispo, on n'en a que 3. Et si on nous demande d'en défausser un alors qu'on peut pas le faire, bim, on a perdu. Ok. Hellscape se déroule en une série de rounds de jeu qui sont découpés en 4 phases. Héros, ennemis, gain de niveau, phase des ténèbres. Ah oui, ça, j'aurais pensé que ça allait me gêner en fait, la phase de gain de niveau. Moi, ce que j'aime bien, c'est, comment on va dire, c'est emmagasiner, par exemple, des points d'expérience pour une utilisation future, alors que là, le gameplay nous oblige. On n'a pas le choix. Si on est à même de faire un passage de niveau, on est obligé de le faire. Et de mémoire, ça doit avoir une incidence sur l'arrivée des futurs ennemis. Et puis après, phase des ténèbres, ok. Donc, phase des héros. Chaque joueur effectue des actions. Il explore le donjon, combat, échange des objets. La phase de héros détaillée en page 16. Très bien. Les ennemis, c'est au tour des ennemis de riposter afin de nous terrasser. Le gain de niveau, les joueurs dépensent l'expérience qu'ils ont acquise et font gagner des niveaux à leurs héros, améliorent leurs caractéristiques, obtiennent de nouvelles compétences et augmentent leurs chances de trouver de meilleurs objets. La phase de gain de niveau est détaillée, page 25. D'accord. Alors, c'est du Simone, hein. Cool mini or not, il n'y a pas à tortiller. On a encore cet esprit zombicide dans le gameplay. Ils ne s'en sont pas détachés, mais par contre, c'est une autre manière de jouer, c'est sympa. Et puis enfin, la phase des ténèbres. Ils se renforcent et de nouveaux ennemis peuvent apparaître dans le donjon. Une fois toutes les phases résolues, le round se termine et un nouveau commence. Ce déroulement se poursuit jusqu'à ce que les héros aient atteint leur objectif ou qu'ils succombent aux ténèbres. Le visuel, là, le dessin, c'est le boss, il me semble. Pas sûr. Peu importe. Les concepts de base. Les dés. Alors, 5 types de dés distincts. 1, 2, 3, 4. Comment ça? 5 types de dés distincts. 1, 2, 3, 4. Ah oui, pardon. 5. Alors, on commence par quoi? Une couleur différente, oui.
les dés jaunes et oranges constituent les dés d'attaque utilisés à la fois par les héros et les ennemis. Ah d'accord. Ok. Les dés d'attaque orange disposent d'un meilleur potentiel de dégâts, tandis que les dés jaunes génèrent plus de mana pour l'attaquant. Ok, donc le petit symbole là. Épée, ce sont les dégâts, et le schmul, c'est pour, comment ils ont appelé ça, la mana. Ok. Donc les dés d'attaque. Les dés bleus. Ah oui, c'est logique. Nous avons des symboles de bouclier dessus. Constituent les dés de défense utilisés à la fois par les héros et par les ennemis. D'accord. Donc je suppose qu'on en balance tout en même temps. Clac, clac, clac. Et puis on fait la lecture. Ouais, ça peut être une lecture rapide, c'est bien. Donc pour se défendre contre les attaques, on n'a qu'un seul dé violet par contre. Quand un héros attaque depuis une zone d'ombre, il lance le dé d'ombre violet en plus de ses dés d'attaque normaux. Le dé d'ombre n'est utilisé que par les héros et procure des bonus supplémentaires. Ben voilà pourquoi on va gagner. Ah oui, puis alors là, 3 dégâts, 1 dégât, 2 dégâts. Effet spécifique au héros, je suppose. Ça, c'est de la mana. Et ça doit être méga mana parce qu'il est plus gros que les autres. Ok. Et puis enfin, les dés des ennemis ne sont utilisés que par les ennemis et servent à l'attaque comme à la défense. Ok, et ceux-là aussi sont utilisés par les ennemis comme par les héros. Par contre, ça, c'est que les ennemis. Ça me rappelle que je crois qu'il y a une règle qui ne me plaît pas du tout là-dedans. C'est une histoire de riposte des ennemis. Ça doit être avec ces dés-là, avec les dés noirs. Un truc que j'ai en tête, c'est que par exemple, viens là toi, tiens, on va commencer à triturer tout ça. Si j'ai un ennemi en bout de couloir, un héros qui tire à distance, même si c'est pas un ennemi qui possède de quoi attaquer à distance, eh ben, il fait quand même une riposte automatique. J'ai ça en tête, alors attention, hein, c'est peut-être le rhume qui me fait délirer, mais si c'est vraiment pour ce jeu-là, je m'étais dit, mais ça me plaît pas du tout, je vais zapper cette règle-là, je vais faire différemment. Mais vraiment, pour cadrer avec l'esprit un tant soit peu roleplay, de se dire, ben non, Coco, si t'as pas d'arme à distance, je vois pas pourquoi tu vas me faire une riposte alors que t'es à l'autre bout de la carte, quoi. Mais attention, je m'avance peut-être un peu. Résultat des dés, ah oui, c'est quand même important. Donc là, on est bon, hein. Les épées, 1 dégât. Chaque épée indique un dégât infligé par une attaque. Oui, c'est ça. S'ils ne sont pas bloqués, ils génèrent des blessures. Le symbole mana, ok, ça restitue 1 point de mana au héros attaquant. Les blocages aux attaques, donc un bouclier va attaquer une épée. Ah, ça permet à un héros de déclencher sa capacité d'ombre. D'accord, ça doit être super balèze. Ici, sur les dés noirs des ennemis, ça inflige toujours une blessure au héros attaquant ou défenseur. Et ces symboles-là, qui ressemblent à quoi? Des griffes, ne peuvent pas être bloqués. Et par contre, la main déclenche des capacités spéciales de l'ennemi détaillées sur sa carte. Ah, les petits fumiers, ils ont aussi Bah oui, j'avais vu ça d'ailleurs. Je suis couillon. Mais par carte ennemie, on a 2 pouvoirs, voire peut-être un troisième ici. Ok. Donc oui, hein, c'est bien ce qui va me plaire, ça, le fait de balancer un paquet de dés à chaque fois. C'est c'est cool. Et on comptabilise. Ah, tableau de bord des héros. Attention, on va faire vraiment connaissance.
Donc, chaque joueur dispose de son propre tableau de bord qui permet de suivre la progression du héros. Expérience, niveau, les objets dont il est équipé, l'emplacement du héros. Comment c'est ton petit nom? Phédra, la roublarde. Allez, Phédra. On y va avec toi, tu vas nous servir d'exemple. Emplacement du héros, c'est ici qu'est placée la carte. Oui. Emplacement d'objets. Donc, les divers objets que les héros vont découvrir au cours des aventures. Seuls les objets équipés sont dans ces emplacements et considérés comme actifs. Alors, c'est bien foutu parce qu'on voit qu'on a les symboles des catégories d'objets que l'on peut mettre. Casque, armure, je sais pas quoi, et certainement bijoux. Ah bah oui, on distingue 6 emplacements, la tête, la poitrine, les jambes, divers et 2 emplacements de main. Ah oui, 2 emplacements de main à gauche, à droite, et arma de main ici. D'accord. La piste de niveau, tous les héros commencent la quête au niveau 1. Par contre, si tu es roublarde, moi j'ai envie que tu aies la couleur. Ah, il n'y a pas de marron? Si, là c'est un petit peu plus sombre. Voilà, roublarde. Crac, et là on a l'expérience. Ah ok, je suppose qu'on en a 3 parce que tout en haut c'est les dizaines et là les unités. Piste d'expérience, les héros gagnent de l'expérience en tuant des ennemis et en remplissant des objectifs de quête. Ils dépensent l'XP accumulé pour augmenter le niveau. Ok. Et alors, par niveau, on voit que l'on va avoir des bénéfices. Niveau de 5 XP. Alors c'est peut-être le coût en points d'expérience à dépenser pour passer au niveau 2. On gagne plus 1 en santé et ça débloque quelque chose. Nous verrons. Ah ok, ça se glisse en dessous en fait. Je disais mais tiens, l'emplacement est pas prévu pour, mais si, puisque je l'en ai sorti. C'est qu'ils ont fait une rainure. Clac. Les niveaux sont recto verso. D'accord. Donc ça va là. Après, la carte héros. Illustration, oui, chaque héros dispose d'une figurine qui correspond à l'illustration de sa carte. Ils ont une capacité. Chacun d'eux possède une capa de héros unique détaillée sur sa carte. D'accord. Avec une capacité d'ombre. Ah oui, ok. On voit le symbole là. Si on fait ce dé là, on peut déclencher ça. Par exemple, piocher un pion roublard. Ouais, c'est bien ça, déclencher quand le héros obtient un symbole capacité d'ombre, hein, c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Ou est-ce que c'était ici? Ouais, permet au héros de déclencher capacité d'ombre. Point de vie. Oups. Caractéristiques de départ. En bas à gauche, maximum initiaux de santé et de mana du héros. Donc la mana à gauche, point de vie à droite. Le héros ne peut jamais dépasser ses maximums de santé de départ, mais ceux-ci peuvent être augmentés quand le héros gagne un niveau. Oui, c'est bien ça. Donc là, il passerait à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non, pardon, je délire. C'est le rhume, c'est le rhume. Là, c'est la santé, là, c'est la mana. Clac, clac, clac. Ok. Bon, on va pas péter les scores, hein. Elle peut faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maximum 11 points de vie. Mais alors, par contre, quel que soit le héros, on aura tous la même évolution de nos points de vie.
2, 4, 5, 6. Sauf que nos points de vie de départ vont être différents d'un héros à l'autre. Ah la vache, 7. Guetta, la berserker, je suppose que c'est une madame. Hein. Elle commence avec 7. 5 pour Nathias Rôdeur. 6 pour le paladin. Magicien doit être en carton. 4. Oh ya ya. Et donc 5, c'est un intermédiaire hein, en nombre de points de vie. Non, je ne regarde pas la saloperie de bestiole qui me fait peur. La chamane, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, son nom, sa classe, d'accord. Chaque héros appartient à une classe qui détermine son style de jeu et son matériel spécifique. Les classes sont détaillées en page 30. Ok. Et puis, on va avoir nos cartes compétences. Qu'est-ce que j'ai fait de ta carte? Petite Phédra, roublarde. Donc, tu vas là. Et là, ces cartes-là. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Poison et ombre. Ombre, poison. Ah, c'est bien, c'est rappelé en plus. Bam bam. En lecture directe, ça c'est parfait. Alors, compétence niveau 1. Si ce nom comporte un chiffre romain, oui, c'est que la compétence possède différents paliers qui peuvent être améliorés. Ok. Un héros ne peut acquérir un nouveau palier que s'il possède déjà tous les paliers précédents. À la vache! Exemple, Fureur fatale est une compétence de berserker. Elle commence avec Fureur fatale 1. Au cours de la partie, elle pourra être améliorée en Fureur fatale 2. Ouais. En dessous, on a les effets de la compétence avec une condition de déclenchement, un coût et d'éventuels prérequis. Ok. Le niveau de héros requis. Eh oui, niveau 1, niveau 2, 3, 4 ou 5. Un héros ne peut acquérir une compétence dont le niveau est supérieur au sien. Ne peut pas. Et puis là, au recto, on a chaque classe de héros possède son propre assortiment de cartes. Et on a vu qu'il y en avait un paquet chacun. D'accord. Donc, ce qui me paraît pas mal, c'est que en termes de place pour chaque joueur, alors même si le plateau joueur est quand même assez grand, hein, ça fait 2 bonnes mains. Après, à côté, normalement, on ne devrait pas avoir grand-chose, parce que ces cartes-là de compétences, il n'y a pas forcément besoin de les avoir là. Ah, peut y avoir des jetons et puis tout le matériel des sacs et autres. Mais bon, tout ça pour dire que ça ne devrait pas prendre tant de place que ça. Maintenant, le sac à trésor. Bon, c'est assez soft hein, pour les héros en tout cas. On est dans du classique, on a l'habitude. Le sac à trésor. Au cours de leur aventure, les héros découvriront de nombreux objets tels que des armes, des armures magiques, des potions et autres, qui sont collectivement regroupés sous l'appellation trésor. Chaque fois que le jeu ou la quête demande d'ajouter des pions trésors sur une dalle ou sur une carte ennemie, les joueurs piochent au hasard dans le sac le nombre de pions spécifiés et placent ces derniers comme indiqué. Si le sac est vide, aucun pion n'est placé. Ok. Dans MD2, on distingue 3 niveaux de rareté. Communs, les plus courants, et s'ils sont loin d'être inutiles, ce sont généralement ceux qui ont le moins de valeur. Ensuite, on a les trésors rares. Ils sont plus difficiles à trouver, mais ils sont le plus souvent constitués d'objets plus impressionnants. Et enfin, les trésors épiques représentent des objets spéciaux dotés d'un grand pouvoir
Chaque fois qu'un joueur ramasse un pion trésor, il pioche une carte du paquet trésor correspondant, puis remet le pion dans... Ah, on remet le pion dans le sac. Ah, ok. Pourquoi il parle que si le sac est vide? Chaque fois qu'un joueur ramasse un pion trésor, il pioche une carte du paquet, puis remet le pion dans le sac. Au fur et à mesure de la partie, les règles altèrent la composition du sac. Ah oui, d'accord. Ce qui permet au héros d'avoir accès à des objets de plus en plus puissants. Alors oui, je sais, je spécule et je pose des questions idiotes parce que tout est indiqué après, mais c'est le cerveau qui cogite, hein, c'est normal. Tant qu'il est en fonction, autant en profiter. Alors par contre, est-ce que comment on les voit facilement? J'ai l'impression que ce sont les tout petits comme ça. Alors c'est pas ça. Ça n'est pas ça. Eux, ils sont beaucoup trop gros. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est le temps d'adaptation pour reconnaître à quoi correspond qui. Ah, ça doit être ça. Ouais, G. Pion trésor rare, pion trésor unique. C'est tout ça. Là, on est dans l'unique. Ouais, on voit que c'est violet. On voit pas trop le distinguo. Faudra une bonne lumière hein, pour y jouer. Entre violet et bleu foncé, c'est. Et je ne vois pas de vert. Ça, c'est vert. Ah, c'est merdeux. Tiens, ça va faire l'objet de reproches directs. Entre le vert et le bleu, c'est pas top. Alors, après, bien sûr, il y a le symbole hein, qui fait que on reconnaît facilement, mais pour la couleur, c'est pas génial. Il y aurait eu un vert pétant, ça aurait pu être beaucoup plus sympa. Bon, les voilà mes jetons. Ce que je vais faire, tiens, juste pour le fun. Alors, je suppose que lorsque l'on compose un sac à trésor, initialement, il y aura beaucoup plus de communs que de rares et de épiques. Ouais, on voit au travers ou pas? Pas trop. Et après, ah ça va, c'est bien. Alors ça, c'est appréciable. Hein. Le sachet est vraiment large. Pour nos mains de joueurs, c'est pratique. Et alors par contre, ce qui va aller avec ça, j'avais mis de côté tout à l'heure un énorme paquet. Tac. Voilà. Trésor commun. J'ai un autre support de cartes. Est-ce qu'il va suffire? Oh la vache! Carrément pas. Ah ça c'est plaisant d'avoir autant de cartes trésor à dispo. C'est énorme. Ah oui alors. J'avais même pas trop pris le temps au... Quand j'ai fait le déballage, j'avais pas vraiment pris le temps de regarder les dessins. Bah j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est cool ça. Qu'est-ce que tu fous là toi? Pourquoi t'es... Ah si, ok. Je voyais un fond bleu. Potion. Des lames circulaires, une arme à une main. Ah ouais, ok. Le lutte, là, on a le symbole de main. Le lutte, c'est une attaque. Chaque héros dans votre zone gagne un de mana. Et effet particulier peut-être. Trésor commun. Ça rappelle avec le symbole, ouais, on peut pas se planter. Friedrich, ne sois pas mauvaise langue. Les pions étaient ternes, oui. Mais on peut pas se tromper, il n'y a aucune ambiguïté. Il y en a un sacré paquet. Alors, autant la piste, je vous disais tout à l'heure, la piste des ténèbres est merdeuse, beaucoup trop fine. Autant les cartes, par contre, ils n'ont pas lésiné, elles sont costauds. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si dans un porte-cartes classique, ça tient. Pas du tout. Pas du tout. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait,
Bah, c'est qu'on prendra un porte-cartes 8 niveaux et ça permet de les répartir de 2, de 2, de 2. Les trésors rares. Alors comme d'hab, hein, je suis un malade du non-spoil, de la découverte trop à l'avance. C'est-à-dire que je vais regarder seulement un trésor rare et tout le reste ce sera en jour. Jambière, défense 1, ça te donne plus 1 en mana a priori. Et c'est une carte qu'on doit, je sais pas, pivoter ou retourner. Ah non, ce serait le symbole flèche, on met comme ça. Ah oui, d'accord, doit y avoir une histoire de cooldown. Oh là là, le casque étincelant, il est stylé. C'est basique, enfin basique comme dessin. Non, c'est stylé. Faut pas que je dise basique. Ok, top. Et alors, hors de question que je regarde une carte de trésor épique, hein. Non, 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 non. Et ça, c'est quoi alors? Armure de cuir usé. Ah bah ça devait faire partie des armures de cuir usé, cuir usé. Or usé, hein. 5 à 6 héros. Ah ok. Ça, c'est jusqu'à 4 héros et on a une face pour 5 ou 6 héros. Avec un effet de cooldown aussi. Bon, bref. Alors en solo, je ne sais pas comment je vais jouer. Il y a toujours la notion de place par rapport à ce que vont prendre les plateaux. De ce que j'ai vu passer en vidéo, la majorité jouait à 2 voire un seul, je crois. Je verrai bien. Donc ces armures-là, je vais les mettre avec les équipements de départ. D'ailleurs, on s'y est pas intéressé aux équipements de départ. Rapidement, on peut avoir quoi? De la potion de soin qui redonne 3. On a de la potion de mana qui redonne 2. Ocarina magique. Ouais, mais ça, c'est pour le... Un ocarina magique? Bah, je le vois pour la chamane, moi. Hache, arc court, baguette. Oui, d'accord. Chacun a son matos de départ. C'est bien. Bon, on en était au sac à trésor. Après. After, carte objet. Alors justement, les cartes objets, si je prends, on va retomber, bon allez, c'est pas une arme, enfin peu importe, hein, on a son nom, d'accord, casque de cuir, l'illustration, ok, l'emplacement. Afin de pouvoir utiliser un objet, un héros doit d'abord s'en équiper. Le symbole de l'emplacement indique l'endroit du tableau de bord, ok. Symbole de main indique qu'il s'agit d'un objet qui se manie à 2 mains. Il est donc considéré comme occupant les 2 emplacements. Les consommables qui ont le symbole petit sac n'occupent aucun emplacement et ne nécessitent pas d'être équipés. D'accord. Donc, par exemple, je suppose que voilà, une potion, la potion de vitalité. Ah, sympa, ça donne plus une action. On n'a pas besoin de l'équiper. Donc, on la met en dehors de notre plateau. Ensuite, les capacité, pardon. Si l'objet est doté d'un effet spécial, celui-ci est décrit ici. Par exemple, là, on a une capacité avec les gants de cuir. Dés d'attaque ou de défense. De nombreux objets ajoutent des dés à la réserve du héros. Ces dés sont affichés dans cette section. Les armes ajoutent généralement des dés d'attaque, donc jaune ou orange, et les armures des dés de défense. Les cartes objets sont divisées en 7 paquets différents. Le dos de chaque carte indique à quel paquet elle appartient. 7 paquets différents. On trouve un paquet. Alors, objet de départ,
Un pour chaque niveau de rareté, ce qui en fait 3. Ça fait 4. Et 3 pour les différents niveaux d'objets de bande. Ah, mais oui. On arrive bien à 7. Sous le même format, là, donc petit format de carte, les objets de bande de niveau 1, 1 à 2, 3, 4 et 5. Ça, je ne regarde pas, hors de question. On jette un coup d'œil à ce qu'ils peuvent obtenir. Ah mais oui, ça j'aimais beaucoup le principe. C'est vrai que les héros ont leur propre paquet et les ennemis aussi. Ça rajoute encore plus de diversité. Arc de précision. Première attaque à distance du tour. Ah bah voilà, par exemple, si j'ai des ennemis en bout de couloir qui ont un arc, d'accord, ils peuvent riposter à distance, ça me va. Bâton des ténèbres aussi, pourquoi pas, parce que ça peut être à distance. Par contre, la dague, non. Ok, oh, un coup de poing de pierre. Arbalète, épée de mort-vivant, ta 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 ta. Alors, beaucoup moins d'objets par rapport au niveau. Je ne sais plus si dans les boîtes d'extension des ennemis ça rajoute des cartes. Je pense que oui. Ok, donc on a bien nos 7 paquets différents. Et les fameux objets de bande sont rattachés à des bandes d'ennemis et peuvent être ramassés pardon, en tant que récompense après avoir éliminé ceux-ci. Je vais boire un coup. Et là, j'avais bien fait pause et pas arrêter l'enregistrement comme un connard de tout à l'heure. Partie droite. Les objets non équipés sont considérés comme se trouvant dans l'inventaire du héros. La taille de l'inventaire n'est pas limitée. Conservez toutes les cartes qui appartiennent à votre héros à proximité de son tableau de bord. Ok. Donc voilà où elle est la place plus plus. Ça va être à côté du tableau de bord et c'est considéré comme l'inventaire. Ça marche. Et puis pour en terminer avec donc les cartes objets, on a une couleur de fond, indique sa rareté et parfois son utilisation. Alors, vert, objet commun, bleu, rare, violette, épique, beige, les objets de départ qui sont considérés comme communs. Les cartes grises indiquent les objets consommables. Ah oui, 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 bah oui. Ça, c'est gris. Alors pour moi, c'est noir, mais enfin bon, on va considérer que c'est gris. J'en étais beige, grise, ok. Cartes ensemble sont dotées de couleurs uniques et confèrent des capacités spéciales lorsque plusieurs objets d'un même ensemble sont équipés. Leur rareté est définie par le dos de la carte. Ah ok. Ah, on peut se constituer carrément un ensemble, par exemple, casque, bottes et torse. Des sets d'armure. Ah ça j'aime beaucoup. Les sets d'armure, j'en collectionnais quelques-uns à Diablo. C'était introuvable. Si on arrivait à en choper 2, 3, 4, 7 à tout casser après 300 heures de jeu, c'était infernal, mais alors tellement jouissif. On peut faire ça, bah tiens, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Après, en matos, niveau carte. Oui, c'est ça. Là, on était dans les cartes. Nos cartes ennemies. Alors, les bandes, elles sont là. Lors de leur quête dans les tréfonds des donjons, les héros seront confrontés à 3 types d'ennemis. Les bandes, les monstres errants et les boss. Les bandes sont des groupes constitués d'un chef et d'un nombre variable de séides. Les monstres errants sont de formidables ennemis qui rôdent dans le donjon en solitaire. Les boss possèdent des capacités spéciales et sont généralement reliés à des objectifs de quête. Hop là, on a le nom de la bande en haut avec sa couleur de niveau.
Récompense. Ah ok, ça ce sont des récompenses. Le nombre de pions trésors piochés au hasard dans le sac, puis placés sur la carte lorsqu'elle est générée. Le trésor des cartes de bande est ramassé par le héros qui tue le chef de bande. Tiens donc, bonjour la compétition pour un jeu coop. Le trésor des cartes est ramassé par le héros qui tue le chef. Ok. On a une illustration. Qu'est-ce qu'ils disent? Le chef de la bande apparaît sur la gauche, tandis que les séides sont sur la droite. Ouais. Capacité spéciale. La plupart des bandes possèdent une capacité spéciale déclenchée par les résultats main sur les dés ennemis. Donc là, par exemple, si en attaque on a une main, ça lui défenseur à -1 en défense. Ok. En haut à droite, la santé indiquée par... Ah, c'est de chaque figurine. Indique le total de santé de chaque figurine de la bande, chef compris. Ok. Même le chef aura la même valeur en points de vie, d'accord. La défense au milieu, ils ont 2 dés de défense, donc 2 dés bleus à lancer. Symbole indique le nombre et la couleur des dés de défense qu'une bande ajoute à son lancer quand elle se défend. Et enfin, le niveau. Plus le niveau du donjon augmente et plus les bandes deviennent dangereuses. Cette tranche indique les niveaux de donjon dans lesquels cette bande est utilisée. Tout ça, c'est bien logique. Après, par contre, on a les cartes de monstres errants. Et là, on a qui Andra. Le nom du monstre. Ok, la récompense. C'est toujours le nombre de trésors piochés au hasard dans le sac, placés sur la carte. Et on a aussi une récompense fixe. Elle n'est pas piochée dans le sac à trésors. En dessous, on a la séquence d'activation du monstre errant, avec ses propres règles, et une capacité spéciale. Chaque monstre errant possède une capacité spéciale, encore une fois déclenchée avec le symbole main sur le dé ennemi. Le nom du monstre errant, oui. Son nombre de points de vie. Ah la vache, par héros. Là, c'est 5 par héros. Alors, mécaniquement, plus on joue de héros, plus le monstre errant aura de points de vie. Est-ce que ça veut dire forcément que le combat dure beaucoup plus longtemps? Non, tout dépend du nombre de dégâts infligés par les héros à chacune de leurs attaques. Donc, bon, logiquement, ça va rajouter un petit peu de temps de gameplay supplémentaire. On a son illustration, toujours pratique pour avoir un semblant de schéma de couleur pour la peinture. Dés d'attaque et de défense. Ah oui, en haut la défense, en bas l'attaque. Et puis le niveau par rapport au niveau du donjon actuel. Ok. Ah d'ailleurs, tant que je suis sur les monstres errants, j'ai fait la barbouillette du... Alors c'était quoi ça monstre? Ah la goule. Monstre errant, la goule. Alors je l'avais évoqué hein, déjà à plusieurs reprises, la peinture des grandes figurines ne me met pas particulièrement à l'aise. J'ai fait comme ça me paraissait sympathique. Et au final, le rendu me convient. Donc, une fois que c'est sur la table, hein, posé comme ça, on a envie d'aller se le friter. Ça va le faire. Il va m'inciter, oui, à progresser sur les prochains. Ah ouh, les boss. Enfin, le boss, parce que pour le coup, dans la boîte de base, nous n'avons que l'archange corrompu Michel. Alors, les boss possèdent leurs propres règles détaillées, page 27. D'accord. Les informations suivantes sont cependant
commune à tous. Capacité spéciale déclenchée par le résultat de la main, ici au milieu. Ouais, alors il y a beaucoup de lectures à faire sur la carte. Le nombre d'actions que le boss effectue lors de la phase ennemie. 1. Et juste à côté, en 2, le nombre de dés d'ennemis que le boss lance lors de chacune de ses actions. Les dés ennemis, ce sont ces deux-là. Dés d'attaque, dés de défense. Ok, ici. 5 dés bleus, 1 dé noir. Waouh. En attaque, 2 dés jaunes, 2 dés oranges, 1 dé noir. C'est un malade, lui. Ah ouais, mais en nombre de points de vie à perdre, c'est beaucoup. 2, 4 et 1, 5. Mais n'oublions pas qu'on a le droit à de la défense. Et certainement à de la capacité spéciale qui va être là pour éventuellement esquiver ou réduire encore plus. Des capacités passives. Oh la vache. Et alors ça, c'est quoi? La piste du boss. Cette piste remplace la piste des ténèbres une fois le combat contre le boss engagé. Elle progresse lors de chaque phase des ténèbres et rend généralement le boss de plus en plus fort. Bah oui, bah bien sûr. Ici l'illustration, d'accord. Et enfin le nom du boss. Alors par contre, pourquoi c'est rectal versal? Ça doit être. Bah oui, donc ça doit faire 2 boss tout bêtement. C'est pas que le faucheur, c'est l'ange Michael, l'archange corrompu. On verra. On verra bien, parce que pour le coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule et même figurine pour le même bestiau. À détailler. Les dalles du jeu. Allez, viens là. Clac. J'aime beaucoup le visuel. Très immersif. Alors en plus, en parlant d'immersion, quand je mettrai les décors 3D pour faire l'entourage de donjons, ça va être encore plus mieux. Alors chaque dalle de jeu est un grand plateau divisé en 9 carrés. Plus petit, appelé zone. Ok. Une dalle divisée en X zones. Et à chaque fois, elles sont pas forcément en nombre de zones identiques. Ça doit être une seule et même zone. Et si ça se trouve, on peut même pas y aller parce qu'on est un peu dans le vide. Après, les zones. Chacun des 9 carrés d'une dalle correspond à une zone. L'illustration de chacune d'elles indique si elle est lumineuse ou dans l'ombre. Les zones sombres indiquent les zones d'ombre. Un héros qui se trouve dans une telle zone est considéré comme étant dans l'ombre, ce qui lui octroie certaines capacités supplémentaires. Toutes les zones qui ne sont pas des zones d'ombre sont dites lumineuses. Le nombre de figurines pouvant occuper une même zone n'est pas limité. Ouais. Comment on fait? Alors là, par contre, ça m'inquiète toujours un peu ce genre de règles. Pas que si on joue à 5, on affronte un monstre errant, on fait le jeu du culbuto, quoi. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Après, il y a peut-être une règle spécifique quand on utilise les monstres errants. Et on se retrouve comme ça. Et là, ça va être super fun. Super cool d'être comme ça. On verra. Les salles. Une salle est un groupe de zones entièrement entourées par des murs. La plupart des salles ont des dimensions de 2 ou 3 zones, mais certaines sont plus vastes.
Les héros et les ennemis peuvent entrer dans les salles en empruntant les ouvertures indiquées par les pions portes. Les pions portes sont placés lors de la mise en place des quêtes. D'accord, donc on a des notions supplémentaires de salles. Ok. On a des zones et des salles. Là, je suis en train de chercher une tuile dans laquelle il va y avoir une salle. Ah ouais, d'accord. Par exemple, ça. Très bon exemple. Cette tuile-ci. Là, il suffit de placer un pion porte. Et donc, on a une salle constituée de 2 zones. Bah, c'est malin parce que d'un scénario à l'autre, ça permet de faire des agencements vraiment particuliers. Les couloirs. Là, on va avoir un couloir. Eh ben, j'en avais une ici, une salle. Ça, c'est un mur. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Alors, chaque zone d'une dalle qui ne fait pas partie d'une salle est considérée comme un couloir. Les couloirs ne possèdent pas de règles spéciales. Et donc, voilà, là, on a fait le tour. OK. Des zones voisines sont considérées comme adjacentes si elles sont orthogonales et si elles ne sont pas séparées par des murs ou des portes fermées. Ouais. Alors, je crois que les scénarios ne proposent pas beaucoup de tuiles nécessairement, hein. Mais par contre, contrairement à Zombicide, où on a le même format de tuiles, et systématiquement c'est placé par carré, donc par 2, 4, 6 ou 8, dans Massive Darkness, Massive Darkness, on peut très bien faire un T, un L pour constituer le terrain. Et enfin, on arrive aux cartes portes. J'en ai là. Ah, c'est la dernière carte que je cherchais, ça. Crac. Alors, les cartes portes, c'est pareil, il y en a un bon petit paquet. Le titre de la carte, comme ça, plan ennemi. Chaque fois qu'une salle est ouverte pour la première fois par un héros, cet événement est résolu immédiatement avant de placer les ennemis ou les pions trésors dans la salle. Générer une bande sur n'importe quel portail au choix des joueurs. Retirer un jeton, je ne sais pas ce que c'est, de cette salle si possible. C'est quoi le casque sur fond noir? Je reviens au descriptif des pions. Pion génération d'ennemis. Et il y en a 15. Donc on retire un pion génération ennemie de cette salle si c'est possible. Si c'est possible, ça veut dire s'il y a un jeton de ce type-là. D'accord, on peut tomber sur une salle glacée. Le héros actif, donc celui qui vient d'ouvrir, et toutes les bandes générées dans cette salle subissent un dégât de gel. Blanc sur fond bleu, ça ressemble à un flocon. Ah ok, donc on va se prendre comme ça, à chaque fois qu'on ouvre une porte, on est obligé de subir un effet. Alors j'espère que dans le lot, on va avoir des effets bénéfiques, et pas seulement négatifs. Là, ils en parlent pas. Et après, on arrive à la mise en place. Ok. Ah oui, alors, sur l'illustration, on voit quand même que pour un seul et même joueur, si ça prend de la place, aïe aïe aïe. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Alors là, j'y fais référence par rapport au fait de jouer en solo. Il se peut que ce soit pas forcément évident, hein. Pas forcément du tout. Ok, bah, je vais finir cette première vidéo découverte avec la mise en place, justement. Parce que après, je vois que l'on attaquera le déroulement du jeu à proprement parler. Ce qui nous amènera à la page 16. 16 et 16, 32, ça doit faire 1 heure et demie que bientôt que j'y suis là, pour la première partie. Donc oui, allez, au max, il va falloir 3
3 sessions de découverte pour avancer. C'est bien. Alors, chaque joueur choisit un héros. Oui, prend la carte, la figurine, le tableau de bord. On place la carte héros dans l'emplacement. Ouais. On prend un socle en plastique de la couleur de son choix. Ça, je ne les utilise jamais. Il parle de ces socles-là qui sont mis sous nos héros. Pourquoi je les utilise pas? Parce que moi, je peins systématiquement les jeux de figurines. Donc visuellement, il n'y a plus besoin de cette distinction. Par contre, lorsque le... Oh, non, même pas. Je crois que même si je n'utilisais pas, je les placerais pas parce que je trouve que ça dénature la figurine. Je préfère à la limite faire un liseré de couleurs plutôt que d'utiliser ça. Mais bon, ça c'est un choix personnel, hein. Ensuite, on prend un pion niveau qu'on insère dans l'emplacement, c'était celui-là. Prenez l'ensemble des pointeurs de la même couleur. Insérez-le dans les emplacements, ok. On prend un pion trésor rare et 3 pions trésor épiques qu'on place à proximité de notre plateau. Ah ok. Ensuite, il prend un pion activation qu'il place face bleue visible. Un pion activation. Alors je les ai vus passer ceux-là. Ça c'est pratique lorsqu'on a beaucoup de héros, comme avec le dernier jeu que j'ai fait en campagne sur la chaîne, hein, qui était Marvel Zombie. C'est vrai que c'est quand même pratique de les mettre. Il faudra que je les retrouve. Ils sont pas loin. Bon, là, ils viennent pas comme ça. C'est lequel? Ah si, c'est celui-là. Ok. J'ai joué, j'ai pas joué. J'ai joué, j'ai pas joué. Rectal Versal. Ouais, fastoche. Donc logiquement, on en a 6, hein, puisque c'est jouable à 6 joueurs. Je vous dis pas la durée d'une partie à 6 joueurs à ça doit prendre un temps monumental. Donc, les héros auront leurs jetons. Après, jeton d'activation. Prenez un nombre de pions santé et mana correspondant aux valeurs indiquées sur votre carte héros. Ah ouais, ok. La comptabilisation se fait par jeton. À voir si ce sera pas plus pratique d'utiliser les petits dés. Mais sinon, ça correspond à cela. Donc là, on a les jetons mana et là, on a les jetons points de vie en 1 pour une unité ou alors carrément en valeur de 5 pour les boss. Donc ok, on récupère tout ça. Bon, après, c'est sympa à manipuler, hein. C'est vrai que ça le fait. Enfin, rassemblez tous les éléments de jeu associés à la classe de votre héros. Et là, bien sûr, ils ont pris soin de détailler en page 30 qui récupère quoi. Parce que ça fait beaucoup de matos. Deuxième étape de la mise en place. Chaque joueur choisit une carte compétence de niveau 1 qui lui est associée. On la dispose dans l'emplacement approprié en fonction de sa classe. Mettez les autres cartes de côté, elles pourront être acquises plus tard, au cours d'une phase de gain de niveau. Roublard 1, bim, vélocité sur mesure. Quand vous gagnez cette compétence, prenez les jetons Poum Poum. Compétence de Roublard. Donc ça va venir en dessous. Alors, ce que je ferai, c'est que je ressortirai mes réglettes pour que les cartes compétences soient dans ce sens-là et on limite énormément la place. En 3, disposez toutes les cartes objets de départ sur la table, face visible. Face visible. Équipement de départ, toute face visible à Fichamo. Chaque héros peut choisir une arme de départ.
Épée rouillée, hache, rudimentaire, arc court, bâton, dague, baguette de cendre, lance tribale, ocarina magique. Donc déjà, on en prend une parmi celles-ci, puis prend une carte armure de cuir usée et une potion santé ou mana. Ah mais en fait, on n'est pas à poil, quoi. On y va. Une arme, une armure de cuir déglinguée, plus ou une potion de santé ou une potion de mana. Placez l'arme choisie et l'armure dans les emplacements sur le plateau. Remettez tous les objets de départ non utilisés dans la boîte. Note, l'armure de cuir usée possède une face spéciale pour les parties à héros, pour les parties à 5 ou 6 héros. Ok. Placez sur la table face bleue visible un nombre de pions porteurs de vie en fonction du nombre de héros dans la partie. Je les ai vus tout à l'heure quand j'ai pris les jetons d'activation des joueurs là. Voilà, c'est ça les fameux jetons porteurs de vie. Si on joue à un ou deux héros, un seul pion porteur. Et on peut aller jusqu'à 3 max. Remettez tous les autres pions non utilisés dans la boîte. D'accord. Ah, tant que j'y pense, si vous passez par là, cette étape de la vidéo et que vous jouez à Massive Darkness 2, est-ce que vous y jouez plutôt à systématiquement 2 héros? Pas plus parce que ça devient un peu usine à gaz, c'est trop long? Ou est-ce que peu importe, si vous pouvez me dire, ça pourrait m'orienter. 5e étape, on crée les paquets de bandes en fonction de la couleur, d'accord. Pareil pour les paquets monstres errants, on mélange, clac clac. On crée les paquets objets en fonction de la couleur, on mélange. Même chose pour les paquets de objets de bande, par niveau, on mélange. On mélange les cartes portes, face cachée. On met les figurines des ennemis à proximité, ouais. Les joueurs choisissent collectivement la quête qu'ils vont jouer. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris Heavenfall, c'est parce que ce qui est proposé dans le livre de base, ce ne sont que des quêtes en one shot. J'ai pas souvenir qu'il y ait un lien particulier entre elles, c'est pas en campagne, alors que la boîte d'extension propose une campagne. Ensuite, placez les portes. Attendez, j'en étais à 11, on choisit une quête, ok. Créer le donjon en disposant les dalles, bon ça d'accord. Placez les portes et autres pions en suivant les instructions de la quête choisie. Le nombre de pions butins placés dans chaque zone indiquée varie en fonction du nombre de héros, d'accord. Lorsqu'il vous est demandé de placer des pions pièges, coffres, fontaines, face cachée, évitez de regarder leurs effets. Placez les pions portail comme indiqué dans la quête en fonction du nombre de héros lorsque c'est applicable. C'est quoi les pions portail? À quoi vous ressemblez? Bah ça a forcément une tronche de portail. Ah, pion portail standard, pion portail de monstre errant. Ça a l'air d'être pas ça, ça. Ah ouais, d'accord, il y a les têtes de mort dessus. Alors ces pions-là, j'aurais tendance plutôt que de les laisser à plat comme ça, de les mettre sur un socle transparent, les socles de standees là transparents, puis de les mettre comme ça pour faire un effet encore 3D qui peut être sympa aussi. Ensuite, pour chaque symbole, alors on avait vu que c'était ennemi. Pour chaque symbole sur le plan de la quête, piochez une carte du paquet bande niveau 1-2. Placez ensuite les figurines correspondantes. Un chef plus nombre de séides égale au nombre de héros. C'est pour ça, d'accord, qu'il y a tant de figurines. C'est que à 2 joueurs, en fait, on va avoir un chef et seulement 2 sbires, systématiquement, quel que soit le type de monstre pioché. Un chef plus un nombre de séides égale au nombre de héros. Ok.
Et donc à la mise en place, on va avoir déjà des ennemis par rapport à la bande qui vont débarquer. Tu es où, chef? Non, c'est pas toi. C'est toi. Alors voilà, ce qui est bien, c'est que vraiment les chefs par rapport aux séides sont parfaitement distinguables. Ça, c'est vraiment nickel. Toc, toc. 14e étape, on pioche une carte objet de bande niveau 1-2 et on place la carte objet sous la carte de bande qu'on a générée afin que seul le bas de la carte objet soit visible. Pour chaque carte bande révélée, on pioche un pion trésor dans le sac à trésor et on le met sur la carte. Yes. Alors pour la mise en place, ça fait pas mal de préparation. Bon, en même temps, c'est comme tous les jeux de ce type-là, hein. Dès qu'on est dans du dungeon crawler, figurine et tout le tintouin, oui, forcément, on a vite fait d'y passer 10 minutes, un quart d'heure. 15e étape, la figurine de chaque héros dans la zone de départ. Ok. Créer une réserve de pions de santé, mana, feu, givre, d'accord. On prend tous les dés, on les place à portée. Prenez tous les pions, trésor sur fond, je sais pas quoi, et 5 pions trésor uniques peut-être. Mettez-les dans le sac à trésor et mélangez-les. Ah, tous les pions trésors communs sur fond vert et seulement 5 trésors particuliers. Avec les pions restants, on crée une réserve. Et enfin, en 18, on dispose la piste des ténèbres. Ah bah oui, ne l'oublions pas. À côté du donjon. Le côté avec les 9 cases face visible, ouais, comme ça. Placez le marqueur ténèbres sur la première case. D'accord. Et là, oui, derrière, c'est parce que c'est des effets particuliers. Quand on a dépassé, je crois, le 9e round. Ce qui nous donne au final, quand on a tout fini de placer, une sacrée table. Vous voyez, là, ils ont fait une simulation à 1, 2, 3, 4 joueurs. C'est déjà pas mal en place. Ça prend beaucoup de place. Bon, les monstres dans la boîte à côté, dans les compartiments, ça va. C'est pas ce qui prend le plus. Les paquets de cartes dans les supports de cartes, une fois répartis, c'est pareil, on diminue énormément. Et puis tous les jetons dans la mallette à jetons ou un support indépendant, c'est bien. Non, non, au final, la place va être correcte. Mais enfin, ça représente quand même une super chouette table. Et après, on attaquera le déroulement du jeu à proprement parler. Donc, ce que je ferai, c'est que je placerai des tuiles, je reprendrai un héros, et puis je tâcherai de délayer tout ça. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça me plaît bien. Ah bah non, je laisse à cette page-là, je vais pas refermer, puisque là, je vais refaire un tri pour les cartes et les pions, hein, pour bien me mettre ça dans l'œil. Et puis, je reviens le plus vite possible vers vous pour apprendre les mécaniques du déroulement du jeu. Bon, avec ma connerie d'avoir arrêté l'enregistrement pour faire rentrer le chat, je vais me démerder pour faire le rabiotage. Et puis, vous dire que là, sur le première manipulation vraiment de tout ce que propose le Massive Darkness 2, ça me plaît bien. Je pense que vous aviez raison, vous qui m'avez dit que ça pouvait vraiment me le faire. Il y a de fortes chances quand même. Allez, à très vite. Ciao, bye. Salut, salut.